bienvenue à cette session. On m'a demandé de présenter quelqu'un qui n'a pas besoin d'être présenté et de simplement mentionner qu'il était le ministre de la Santé. Je veux quand même ajouter que non seulement il est ministre de la Santé, mais c'est un scientifique de haut niveau dans les sciences économiques. Et ça lui permet là, de voir les deux côtés, de créer les évidences et ensuite d'avoir à vivre avec la création en question. Alors, welcome to the Honorable John. Alors, bienvenue à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé. Merci beaucoup. On ne m'a pas demandé de présenter Marie-France, mais je vais le faire quand même en vous disant que Marie-France est une grande amie. Je ne dirais pas une vieille amie parce qu'elle est encore toute jeune. Et moi, jeune dans ma tête, certainement. Mais on se connaît depuis un bon bout de temps. Et je peux dire qu'on a la chance d'avoir quelqu'un comme Marie-France qui accepte d'être présidente de cette grande académie. Et Siobhan, congratulations on having... No. Félicitations de ne pas d'avoir présidé cette académie pendant quelque temps. Online. OK. Oui. Bon, Monsieur Martin, évidemment, on pense beaucoup à vous si vous m'écoutez. On a eu la chance de se rencontrer à quelques reprises dans le passé et recevoir le prix des présidents, c'est un immense honneur, mais c'est un honneur qui est partagé, je pense, parce que grâce à vous, mais pas juste à vous, et à toute l'équipe, et ça fait depuis de nombreuses années, l'Académie a pu jouer un rôle très important pour faire le lien entre la science et les gens. So it's all about linking science, scientists. Donc, c'est vraiment une question de relier les gens et l'Académie et les gens et la science. Et l'économie, justement, le prouve grâce aux normes scientifiques les plus élevées, mais surtout en mettant l'accent strictement sur ce que les gens attendent de la science et des scientifiques en règle générale. Alors, commençons par vous poser quelques questions que nous avons préparées afin de lancer le dialogue. Donc, la COVID-19 a rappelé aux Canadiens l'importance d'un système de santé solide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les leçons que le gouvernement a prises de cette pandémie? Excellente question. Et en fait, je vais revenir sur ce que je viens de dire. Je crois que la COVID-19 nous a montré en fait le pouvoir et assurément le besoin de la science et des scientifiques, besoin que l'on a des scientifiques. Je suis convaincue que les Canadiens et d'autres êtres humains ont aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, la violence que la COVID-19 a eu comme effet sur les gens, eh bien, je crois que les Canadiens peuvent comprendre le rôle de la recherche des chercheurs et des scientifiques. Je me sens très humble compte tenu de l'importance des scientifiques pendant la pandémie. Cela dit, il reste encore beaucoup à faire. Et la raison pour laquelle je suis un peu en retard, je sais que ce n'est pas une excuse, mais c'est que j'étais dans le cadre d'un comité du cabinet. Je ne peux pas vous dire quel était le contenu de cette réunion, mais je peux vous dire que pendant cette réunion, nous avons parlé du lien croissant entre l'environnement naturel, la santé de cet environnement naturel, la santé des gens, de la population et celle de notre société. Même si je suis un scientifique social, je ne serai jamais un fellow de cette académie, mais j'apprécie vraiment le lien, comme vous l'avez dit, Marie-France, donc le lien entre tous ces aspects de nos vies sociales et personnelles, etc. Ça souligne vraiment l'importance de la science et des scientifiques. Et l'importance également des communications et aussi l'aspect essentiel en fait de cela dans un monde où malheureusement il y a de plus en plus de désinformation et un manque de confiance accru non seulement au sein des gouvernements mais entre les scientifiques en tant que tels. C'est troublant parce que les grandes avancées que nous avons accomplies en tant qu'êtres humains ont été juste menées par les sciences, les chercheurs, les experts, les docteurs, y compris des scientifiques sociaux. Donc, ça, c'est la source du progrès. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde, y compris ici au Canada, nous observons une forte tendance vers l'ignorance et, dans certains cas même, la déformation de la valeur des données scientifiques. Donc, ça, c'est le côté
du médecin, mais d'un autre côté, eh bien, tout le capital social, la reconnaissance, en fait, doit être accordé aux scientifiques Les membres de l'Académie pendant la se demandent, étant donné qu'on a eu des leçons de la dernière pandémie, comment on se prépare pour la prochaine, parce qu'il y aura une prochaine, et probablement de notre vivant, malheureusement. Alors, comment le gouvernement canadien envisage ça? Qu'est-ce qu'il fait comme travaux? Comme Marie-France le sait très bien, en raison de son expertise et sa contribution remarquable au cours des derniers mois, particulièrement au Québec, il y aura d'autres pandémies. Elles vont être de plus en plus fréquentes, de plus en plus inquiétantes. La pandémie de la COVID-19 n'est pas terminée non plus. L'OMS nous le rappelait il y a quelques jours à peine. Ce que l'on sait d'après à l'Assemblée générale de l'OMS, on entendait qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant d'urgences de santé publique. Et c'est très récent, l'Ebola, le choléra, les nouvelles souches de la variole simienne, la COVID-19 qui n'arrête pas de muter 5 fois plus rapidement que la COVID-19, que les autres virus respiratoires comme la grippe. Tout ça, c'est explicable évidemment par l'incidence de l'activité humaine sur l'environnement naturel, les voyages plus fréquents, la proximité des animaux avec l'être humain, mais aussi la migration des animaux dans des environnements où on ne les a jamais retrouvés, les contacts entre les milieux naturels qui n'ont jamais été observés dans le passé. Alors tout ça, c'est très inquiétant. Évidemment, entre nous, on peut gérer cette anxiété en investissant davantage dans la science et la recherche, mais pour l'être humain moyen, pour le Canadien moyen, c'est une grande source d'inquiétude pour le futur. Donc, c'est ce que je dirais, c'est qu'il faut continuer d'investir dans les données, dans les connaissances. En le faisant ensemble, on y va plus vite et mieux. L'union fait la force. L'union scientifique, l'union des chercheurs, évidemment, on le sait comme chercheurs, c'est ça qui fait notre force collective. On travaille avec d'autres chercheurs, d'autres données, d'autres techniques, d'autres méthodologies auxquelles on a accès en étant présent dans l'environnement mondial de la recherche. Mais c'est vrai aussi au point de vue social et sanitaire, la raison pour laquelle on a pu, au Canada en particulier, agir si rapidement pour protéger les gens du virus, les protéger d'un point de vue économique, social et santé, c'est parce que les gouvernements ont travaillé entre eux. Le gouvernement canadien a fait sa part, les gouvernements des provinces et des territoires aussi. Si on avait agi de manière indépendante et non coordonnée, les résultats auraient été beaucoup plus graves en matière de mortalité, en matière d'hospitalisation, d'incidence de la COVID longue. Les travailleurs de la santé seraient encore plus épuisés. Donc, l'union fait la force, on l'a vu durant la COVID-19, et c'est ça, je pense, qu'il faut faire pour se préparer pour les futures pandémies, parce qu'il y en aura. Comme je disais, là, c'est le constat des chercheurs et des experts partout sur la planète. Vous avez parlé de l'information qui peut être distorsionnée, et on a vu ça au cours des dernières années, mais aussi ce qu'on a appris et qu'on a vu, ce sont les grandes inéquités au sein de notre société et comment on a des impacts plus importants de cette pandémie sur différents secteurs de la société. Qu'est-ce que le gouvernement va mettre en place sur ces questions qui ont été mises en lumière? Alors, il y a deux choses. Une rapide et l'autre moins. Dans mon autre vie, avant 2015, nous étions sur un comité consultatif au Québec et merci à Marie-France et bien d'autres. Les inéquités
sont un déterminant important. La pauvreté, on pourrait redistribuer les taxes. Ça, c'est bien, mais si on fait ça, on intervient après ce qui a été généré par les environnements sociodémographiques et les inéquités. C'est donc mieux d'agir de façon préventive. La même chose pour la santé. Les déterminants socio-économiques sont fondamentaux. Si on se base sur les experts, 50 des résultats de la santé sont dus avec rien, ce qui a à voir avec le système de santé. Bon, et ça, c'est bien parce que, bon, 80 de la santé et 80 des résultats économiques sont déterminés par la famille dans laquelle on est né, où l'on va à l'école, la qualité de l'air qu'on respire, votre génétique, la nourriture que vous mangez, les habitudes de vie, les qualités de vos relations interpersonnelles. Et donc, ça n'a rien à voir avec la santé ou l'impôt. C'est là qu'on aimerait investir nos ressources. Ainsi, c'est là qu'on voit l'importance de l'Agence de la santé publique. C'est plus fort que ce l'était avant le COVID et il va toujours se renforcer parce que la santé publique, ça va plus loin que la santé individuelle. Et on sait que la santé individuelle va être affectée par la santé sociale. Mais en passant, la confiance qu'on a dans la société, dans les autres, ça aussi affecte la santé mentale et physique et son bien-être en général. Et quelque chose de plus précis, à savoir ce que le gouvernement pourrait faire, là, vous parlez en général là, des programmes. Oui, la santé se divise en quatre. On a le dossier prévention. On essaie de prévenir tout ce qui peut arriver, l'infection. Le deuxième dossier serait la protection des matières dangereuses, des environnements dans lesquels les gens pourraient vivre. Et on regarde si la législation est suffisante pour protéger la santé des gens. Ensuite, on a le dossier promotion sur les saines habitudes de vie, cet environnement social qui amène l'individu à vivre en santé. Et le quatrième dossier, on est partenaire avec les territoires et les provinces qui ont un grand rôle à jouer pour réduire l'inéquité et la prévention de maladies, mais qui doivent aussi faire face aux soins de santé physique et mentale. Et ça, c'est très lourd sur les provinces et les territoires. Donc, le fédéral doit être un partenaire financier et même plus que financier. Comment on peut appuyer sur des points en soins de santé. Alors, en pratique, ce que ça voudrait dire, bon, je pourrais vous parler des différents programmes qu'on a mis en œuvre par rapport à ça, la promotion, la prévention, la prévention, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre ça. Vous sortiez d'une discussion avec vos collègues pour décider de nouvelles politiques publiques.
De l'intérieur, comment c'est reçu la science pour informer les politiques? Est-ce qu'il y a des moyens de la rendre plus séduisante pour les politiques? Ben, moi, certainement, j'ai un gros problème, c'est que j'aime les détails. Hein. Puis comme chercheur, on a besoin de s'intéresser aux détails. Alors, mon problème, c'est souvent comment je communique clairement des choses compliquées. Et c'est le défi de beaucoup d'entre vous, y compris, évidemment, toi, Marie-France, dans tes fonctions. Donc, il faut communiquer clairement, mais il faut aussi être fidèle et honnête dans ce qu'on dit. Donc, des fois, quand on est trop simple, on triche et les gens finissent par deviner qu'on n'est pas honnête avec eux. Donc, c'est le gros défi que nous avons comme chercheurs et comme décideurs. Dans mon rôle, c'est aussi un défi avec mes collègues autour du cabinet. Tous ne sont pas des universitaires ou des académiques de formation et tous n'ont pas non plus le même appétit que moi pour les détails. Donc, j'ai besoin de me discipliner des fois, de dire, bon, c'est compliqué, je vais essayer de le dire simplement. Et je pense que c'est la même chose pour les Canadiens. On doit tout faire pour leur donner des connaissances claires, 2, être positif envers le futur, et 3, démontrer comment on peut être positif envers le futur. Pourquoi? Les connaissances, les gens en ont besoin. Le positivisme, l'optimisme par rapport au futur, on a aussi besoin de ça. J'y reviendrai peut-être dans quelques instants. Et les mesures, parce que les gens ne veulent pas juste entendre parler d'objectifs et de cibles. S'ils veulent éviter d'être cyniques envers les élus, envers les experts comme nous sommes, bien, on doit aussi sentir qu'il y a des choses qui bougent. Si je peux revenir brièvement là, sur la question, c'était laquelle? Non, l'optimisme. L'optimisme, c'est ça. Ouais, l'optimisme. C'est difficile d'être optimiste. Hein. Quand on est comme nous, on voit tous les problèmes, tous les défis, tous les risques, les futures pandémies, la crise climatique, la crise du coût de la vie que les gens vivent, et particulièrement les gens qui ont moins de moyens subissent à tous les jours. C'est difficile d'être optimiste. Mais il faut être optimiste. Parce que sans optimisme, on perd beaucoup de notre énergie. Et on a besoin de l'énergie de tout le monde. Alors, comment on fait pour rester optimiste, même si on voit tous les défis? Bien, à nouveau, la science est une bonne façon d'être optimiste en faisant valoir toutes les contributions de la science au développement économique, social et environnemental du pays. Et quand on le fait, les gens deviennent plus lumineux et donc plus facilement engagés vers le progrès. You've spoken about evidence and about information. Parler de preuves, d'informations, de mauvaises informations, désinformations. Ça nous aiderait si vous pouviez nous dire de quelle façon est-ce que l'Académie pourrait aider le gouvernement? Quel rôle on pourrait prendre pour aider le gouvernement, pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens et de combattre la désinformation ou la mésinformation? Dans bien des contextes au cours des dernières décennies, le gouvernement, et on l'a fait récemment, on m'a dit sur l'autisme, le diabète et l'Académie aussi s'est concentrée à savoir comment on peut appuyer nos travailleurs de la santé en réparant les dommages du COVID et de préparer le système et nos travailleurs de la santé pour l'avenir, parce qu'encore une fois, il y a des nuages à l'horizon par rapport à la démence. Vous avez travaillé là-dessus. On sait que entre ici et 2030, les gens qui vont vivre avec la démence vont avoir doublé. C'est significatif pour les travailleurs de la santé, hein, bien sûr, mais aussi pour les soignants directs, les amis, la famille et pour eux-mêmes. Et là, on est en 2022, alors
2030, c'est presque demain. C'est un exemple de comment votre travail au sein de l'Académie peut aider à amener les gouvernements dans la bonne direction et la bonne vitesse. Des fois, c'est difficile là, de faire les deux en même temps parce qu'on est un peu incertain par rapport à la direction qu'on doit prendre. Et pour être honnête, et j'espère que Santé Canada ne m'écoute pas, même si mon ministère a 20 000 travailleurs, je ne crois pas qu'il n'ait toute l'expertise nécessaire pour aller à la bonne place, à la bonne vitesse, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a des urgences, les relations avec les autres gouvernements, ils sont tellement occupés à éteindre des feux que c'est difficile de se concentrer sur les enjeux à long terme. Alors, votre rôle en tant que chercheur, expert, vous pouvez faire une grande différence. Et je crois que vous sous-estimez l'influence que vous pouvez avoir. Et moi aussi, je croyais que personne m'écouterait, personne lirait mon rapport de recherche, personne nous regarderait quand on va à une conférence. Mais non, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas s'il y a des espions, mais on se fait regarder et ça fonctionne pour influencer le gouvernement. Bien sûr, ça ne peut pas être visible pour nous parce que c'est bien caché, mais oui, vous avez un grand impact et vous êtes responsable de cet impact. Nous avons ce poids à aider le gouvernement et il faut les aider à accélérer. Plusieurs membres de l'Académie sont bien impliqués en santé mondiale. Et puis, M. Martin le faisait remarquer tout à l'heure, la pandémie a démontré à tout le moins la population canadienne, ce qui a toujours été, c'est l'interdépendance avec les autres pays au niveau du globe. On aimerait savoir quelles sont les priorités de votre gouvernement en santé mondiale, puis si vous pourriez nous donner quelques exemples de comment ces priorités-là s'articulent. Je dirais que les priorités du gouvernement canadien sont assez bien alignées avec les priorités des grandes organisations mondiales comme l'OMS, les Nations unies, le PNUD, les pays du G7 et du G20. Juste pour vous résumer rapidement à quoi ressemblent ces priorités, j'étais en Allemagne en mai pour les réunions des ministres de la Santé du G7. J'étais un peu plus tard à Genève pour une assemblée de l'OMS. 3 grandes priorités. La première, c'est la lutte contre les urgences de santé publique comme la COVID-19 qui continue, comme on sait, et les autres types d'urgences qui n'arrêtent pas de se présenter. La deuxième priorité mondiale, du moins dans les organismes auxquels le gouvernement canadien participe davantage, c'est la résistance antimicrobienne, que l'on sait être un gros problème, mais caché de la plupart des gens. On pense que dans les 10 à 15 prochaines années, le nombre de décès reliés à la résistance antimicrobienne va avoir été multiplié par 10. Mais ça, c'est parce qu'il y aura aussi d'autres impacts que juste les décès. Il y aura beaucoup de gens qui vont se retrouver à l'hôpital avec des séquelles importantes parce qu'on n'aura pas eu les bons traitements pour prendre soin d'eux. Et la troisième priorité, c'est l'impact de la crise climatique sur la santé de l'environnement, évidemment, et la santé humaine aussi. Alors, ces trois-là, bien évidemment, ça va ensemble. Hein. Les épidémies, les pandémies, le développement plus difficile de traitements et de vaccins et autres contre les maladies de plus en plus répandues et l'impact de la crise climatique sur tout ça. Donc, tout ça, c'est relié et ça fait en sorte que le gouvernement canadien investit beaucoup
de ces ressources, évidemment en appui à des ressources souvent plus significatives de notre voisin américain et de l'Union européenne dans ces thèmes. Et on travaille ensemble sur ces 3 thèmes. Maintenant, en plus de ça, évidemment, le gouvernement canadien a aussi un agenda de réduire les inéquités, entre autres par une politique internationale qui est très féministe, parce que les inéquités dans beaucoup de pays dans le monde sont générées et sont le produit, la conséquence aussi d'inéquités de genre. Alors, on sait notre agenda en matière d'éducation, en matière de santé, évidemment, en matière d'inclusion, en matière de respect des droits, en matière d'accès à des soins de santé de base, mais tourne beaucoup autour de l'agenda filles et femmes, parce que c'est là qu'on pense que les ressources ont souvent le plus grand impact. Alors ça, c'est un agenda de développement international qui complète l'agenda plus santé publique. Et évidemment, bien, on essaie de faire ce qu'on peut pour traiter de la géopolitique. Parce que la géopolitique crée aussi beaucoup de la géopolitique compliquée que l'on connaît dans le monde, en Ukraine évidemment, mais dans beaucoup d'autres endroits sur la planète. On sait que les famines, les mouvements de population, les crises de santé publique sont souvent générés par des guerres ou par des conflits. Alors, si le Canada peut continuer à jouer un rôle de prévention et d'atténuation des conflits armés et des guerres, on sait qu'on aura un impact aussi sur la santé définie assez largement. Et je terminerai là-dessus pour parler un peu plus de l'Ukraine. Quand j'étais à Genève, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de la Santé de l'Ukraine qui m'expliquait très clairement, et dans des termes très crus, que je ne vais pas essayer de résumer ici, il me disait très clairement de quelle manière un conflit armé comme a lieu ici, comme il a lieu en Ukraine présentement, a des impacts terribles sur la santé des populations, évidemment la santé des gens qui sont sur la ligne de front, hommes et femmes inclus, mais sur tous les travailleurs de la santé qui sont autour, qui sont impactés, qui n'ont pas accès aux médicaments, n'ont pas accès aux équipements, n'ont pas accès aux technologies d'information qui leur permettraient de bien traiter ceux qui souffrent du conflit. Alors, c'est la géopolitique est un autre facteur sur lequel le gouvernement canadien peut aider à avoir une influence positive. On peut passer aux questions de la salle. I think we have time for one question. I'm getting told one quick question from the floor. Gilles? Nous avon le temps pour une question. Il y a un micro là. OK, mon nom est Gilles Lavigne, je suis un dentiste-chercheur. Merci beaucoup d'être avec nous. J'aimerais vous entendre sur un phénomène que je vois, je suis aussi clinicien en douleur. Les patients, qui sont des individus, nous demandent de plus en plus d'être moins paternalistes et maternalistes. Ils nous demandent depuis la COVID, ils ont été inondés d'informations. Ils sont tous devenus des mini-PhD. Et là, maintenant, ils veulent négocier, ce qui est tout à fait normal avec le patient partenaire. On est très heureux de ça. Mais je serais curieux de vous entendre comment on peut capitaliser, comment on peut profiter de ce momentum. On parle toujours, les fake news, les méchants. Mais c'est pas tout le monde, là. Il y a des gens qui sont devenus très, 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 très médicaux, santé, prévention, conscients. Okay. How can we improve this momentum? 3 choses, en commençant par vous, étant de la profession de la dentisterie. Tout à l'heure, on me demandait de quelle manière l'Académie peut-elle aider à une meilleure santé humaine. Donc, vous connaissez un peu l'agenda qui est en train d'avoir cours. Donc, on a besoin de vous, des chercheurs comme vous, entre autres, et tous ceux qui travaillent sur cette capacité de travailler sur l'importance d'une bonne santé bucco-dentaire et donc de bons soins à la fois préventifs, de diagnostic et aussi de traitement. Alors, on est en train de vivre, on va vivre prochainement, une expérience naturelle rare. Il va y avoir au Canada un nombre important, en commençant par les enfants de 0 à 11 ans, qui vont avoir accès à des soins de santé
bucco-dentaire plus important. Donc, c'est une expérience naturelle parce qu'on va pouvoir comparer avec les techniques qu'on connaît, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a pendant et ce qui aura lieu plus tard. Donc, travaillons ensemble, là, puis on a besoin de vous hein, pour anticiper quel genre de données on va avoir besoin dans quelques années pour pouvoir faire l'évaluation de cette expérience naturelle. La deuxième chose, sur les données auxquelles les gens ont maintenant accès, c'est un autre exemple d'un impact positif de la COVID-19. Les gens s'intéressent à la santé et les déterminants de la santé. Ça vient avec des défis, j'imagine, hein, parce que vous avez dit paternaliste et maternaliste. Hein. Peut-être plus facile dans une relation clinicienne, une relation clinique, d'avoir un rôle là, plus informé que l'autre, mais là, on est à un niveau, pas évidemment identique, mais la relation change un petit peu. Mais là, c'est une bonne nouvelle en troisième lieu, c'est une très bonne nouvelle, comme vous l'avez dit, parce que ça mène à ce qu'on appelle en français, je pense, une plus grande agencivité, une plus grande capacité d'autonomisation du patient et des patients. Et ça, c'est en recherche, là, y compris pour les instituts de recherche de santé du Canada, pour les IRSC, CIHR en anglais. Pour les IRSC, c'est une approche là, davantage orientée sur les conditions, les besoins et l'expérience patient. C'est une approche qui est très prometteuse et qu'on encourage beaucoup avec les IRSC. Donc, il y a une capacité de travailler là-dessus, à la fois pour augmenter l'autonomie, l'agencivité des gens et augmenter donc leur bien-être défini de façon assez large, et aussi pour améliorer la relation entre les fournisseurs et le patient, et je pense augmenter aussi la qualité et la pertinence de la recherche qui est faite par la suite. Parce que l'expérience patient, même si c'est un peu plus qualitative que les outils quantitatifs qu'on utilise généralement, l'expérience patient peut aider beaucoup la recherche scientifique, y compris évidemment en sciences de la santé. Alors là-dessus, je veux remercier M. Duclos pour avoir passé du temps avec nous et d'avoir partagé ses points de vue. Merci beaucoup. Des remarques pour finir avec les dignitaires que nous avons ici. On en a vu un autre ici derrière. On a un ancien président, Paul Allison. Paul, tu peux te lever, nous saluer. Eric? Paul est à la faculté de dentisterie à McGill et il était coprésident sur un travail que l'Académie a fait. Ici, on se pose la question sur l'impact du travail de l'Académie. Vous avez peut-être vu, lorsqu'on a augmenté l'accès aux soins dentaires pour les gens en situation de pauvreté. Alors oui, on fait une différence. Après mon commentaire, vous êtes libre. On invite les nouveaux fellows à prendre une photo avec le ministre. Et ensuite, vous pouvez aller en haut. Nous aurons une réception juste en haut. C'est une très belle pièce. Lorsqu'on a organisé cet événement, des fois, les cérémonies, bon, on se donne des tapes dans le dos, on boit du vin, mais on voulait changer un peu le modèle en ayant des orateurs qui nous donnent des rétroactions sur ce qu'on fait. Et j'ai entendu des très beaux messages de ce qu'on nous a dit de la part de Paul Martin et de M. Duclos. Voici ce que j'ai entendu. Des appels à l'action, des énoncés qui impactent l'Académie, qui ont de la valeur et dont on a besoin. Il y a plus qu'on peut faire. Ce sont des invitations très polies. Beyond what we're facing in the pandemic that I heard that I think are important. Many people sort of use the terms
planetary health, not just human health, animal health, but the health of our environment and the interconnections between them. Climate change as a growing threat to health of our planet, to health of people, and particularly underprivileged and people who are already under threat. And inequality in access to care and inequality in health outcomes. And of course, these aren't just really sort of simple unidimensional problems. They're problems that intersect across different issues. And the value of the academy, I say proudly, we have social scientists, we've got surgeons, we've got public health officials, animal health people, nurses, dentists, etc. We work at the intersections of these, and we get along because we appreciate each other in that. So let's take up the challenge to address these really, really large problems. The other thing that I heard is the incredible value, the importance of independent advice, the independent interpretation of science, as long as we have credibility amongst society and people within government who want to listen. And also, I would say, independent advice in reviewing where we've come. So for example, as provinces and the federal government and countries around the world reflect on, did we do the right things during COVID with respect to communicating data in real time when the information was changing and new strains were emerging? I think there is a role for the academy as independent voices if we have the credibility to do so. The last thing I would say, and it's a call particularly to our new fellows, but also to the 800 plus fellows that were already inducted in the years past, we have incredible individual talent, and we also have in this country incredible experience in working together, a message that former Prime Minister Martin left us with. So, and that may be unique in the world is what I heard him say. So let's take up those, let's feel proud about who we are as individuals. Let's feel proud about who we are as an academy, and let's boldly go out and make a difference in the world. Minister Duclos, you made comments in French, and I will paraphrase them in English. You said, it's hard to be optimistic sometimes, but we must be optimistic. And Mr. Martin said that we should be optimistic, given who we are as Canadians, who we are in health scientists. And so with that, let's go celebrate, all of us. Thank you all for your time.